C'est à vous de décider ce en quoi vous voulez croire. Les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, les valeurs ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra. Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Humiliez-moi, arrosez-moi de rhum et crachez-moi la figure, c'est ça. Est-ce que lever le drapeau de One Piece... Pourquoi des drapeaux? Le drapeau pirate de l'anime One Piece est de... En Indonésie, de plus en plus de drapeaux de l'anime One Piece. En Indonésie, des manifestants utilisent le drapeau de One Piece. Pourquoi des drapeaux de One Piece? Au Népal, il existe deux réalités qui se croisent mais ne se rencontrent jamais. D'un côté, une élite politique et ses proches qui affichent sur les réseaux sociaux leurs villas, leurs voyages, leurs voitures de luxe. De l'autre, des millions de jeunes contraints de partir travailler à l'étranger ou de survivre dans un pays où le chômage et la corruption rongent chaque Depuis espoir. le jour du séisme, nous n'avons pas de nourriture. Tout s'est effondré, les bâtiments. Et nous demandons de la nourriture et des tentes au gouvernement. Mais le gouvernement ne nous prend pas au sérieux. Les étrangers et les autres pays sont heureux de nous aider. Mais notre gouvernement, le gouvernement du Népal et d'autres responsables de haut rang jouent avec nous. Ils jouent avec notre faim. Pendant longtemps, cette fracture est restée silencieuse. Mais en septembre 2025, la jeunesse a décidé casser, c'était assez. Le Népal est un pays fragile. Entre deux géants, l'Inde et la Chine, il a connu une guerre civile sanglante dans les années 1990 et 2000 qui a laissé des plaies ouvertes. En 2008, la monarchie a été abolie. La République fédérale était censée représenter un nouveau départ. Soudain, mouvement de panique. Les rancœurs contre les forces de sécurité royales sont profondes. Un rien peut faire basculer le fragile retour au calme. Il paraît qu'il y avait un espion du gouvernement dans le meeting. Mais très vite, les promesses se sont effondrées. Corruption endémique, instabilité politique, plus de 10 premiers ministres en 15 ans et une économie incapable de retenir ces jeunes. Résultat, un tiers des revenus du pays vient de la diaspora. Des centaines de travailleurs népalais partent chercher la fortune dans les pays du Golfe. Chaque soir, des dizaines de familles attendent le retour d'un des leurs. Mais ces retrouvailles sont parfois bien tristes. Sur les chariots, on les distinguerait à peine, s'ils n'étaient de la couleur du sang, des cercueils. De ces millions de Népalais partis travailler comme ouvriers au Qatar, comme domestiques en Malaisie, comme employés en Inde. Les jeunes qui restent voient leurs rêves se briser, et puis les réseaux sociaux ont tout changé. Pour la première fois, cette génération a pu voir, comparer, s'exprimer. Elle a vu l'écart béant entre ses conditions de vie et celles des familles au pouvoir. Le gouvernement népalais ordonne alors le blocage de 26 réseaux sociaux, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn, qui ne s'étaient pas enregistrés auprès de lui dans les délais, conformément à une nouvelle législation. La population, elle, accuse ses dirigeants de vouloir l'empêcher de dénoncer leur corruption dans un pays gangréné par un fort taux de chômage. Plus de 20% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Bref, la colère de millions d'usagers est immédiate. Dès le matin, des milliers de jeunes se rassemblent à Katmandou. Ils viennent de partout, étudiants, ouvriers, chômeurs. Certains n'ont jamais manifesté, mais tous ont en commun ce sentiment. On ne les écoute jamais. La marche commence pacifiquement, mais très vite la tension monte. Aux abords du Parlement, les forces de l'ordre barrent la route. Les jeunes avancent, déterminés, les premiers gaz lacrymogènes explosent.
Les matraques frappent, puis viennent les tirs. D'abord en caoutchouc, puis réels. Des ambulances qui tentent d'évacuer sont prises pour cible. Des hôpitaux reçoivent des victimes en masse, mais eux aussi sont encerclés, intimidés. Le soir, Katmandou est sous couvre-feu, mais la répression continue. Dans certaines rues, la police entre de force dans les maisons, frappe, tire, humilie. Les réseaux sociaux, malgré la coupure, bruissent de vidéos clandestines filmées par ceux qui osent. Au petit matin, la ville est méconnaissable. Fumée noire, rues vides, carcasses de voitures de brûlées. Mais la jeunesse n'a pas peur. Elle revient. Le gouvernement, acculé, annonce la levée du blocage des réseaux sociaux. Mais il est trop tard. La confiance est brisée. En fin de matinée, coup de théâtre. Le Premier ministre démissionne. Après des années de pouvoir, il chute en 2 jours. Mais la rue ne se contente plus de symboles. Les manifestants retournent au Parlement. Cette fois, ils entrent. Ils crient, détruisent, brûlent. Le Parlement, cœur du pouvoir, est violé par la colère populaire. Les maisons de politiciens sont attaquées. L'homme de 73 ans, visage emblématique de l'élite très critiquée du pays, aurait été exfiltré par des hélicoptères dépêchés par l'armée népalaise. En 48 heures, une génération a fait trembler tout un système. Le Premier ministre a chuté, le Parlement a brûlé, le monde entier a découvert, choqué, une jeunesse népalaise décidée à reprendre son destin. Mais le prix est lourd, des dizaines de morts, des centaines de blessés, une nation dans l'incertitude.